Il y a des formations qui préparent à un métier, et puis il y en a d'autres, on a l'impression que c'est plus une vocation. C'est vrai. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un parcours qui est clairement dans cette seconde catégorie. Une voie pour celles et ceux qui cherchent du concret, du sens, et qui veulent placer l'humain au centre de tout. On va explorer ensemble le diplôme d'état d'éducateur spécial, le fameux DES. Oui, exactement. Et notre mission, si on peut dire, c'est d'aller un peu au-delà de la plaquette officielle. D'accord. Ce diplôme, il peut paraître un peu intimidant, avec son jargon, son programme qui a l'air très dense. Alors, l'idée, c'est de le décortiquer ensemble. Pour que ce soit plus clair. Voilà. Comprendre ce qu'on y apprend vraiment, la réalité du métier sur le terrain, et puis les qualités qu'il faut pour s'y épanouir. Bref, donner une vision honnête de ce parcours. Parfait. Alors, commençons par la base. Avant même de parler des 3 ans d'études, c'est quoi, au fond, un éducateur spécialisé? Si on devait résumer. L'idée centrale, vraiment, c'est d'accompagner. Accompagner des personnes, que ce soit des enfants, des ados, des adultes, des familles, qui font face à des difficultés. Des difficultés de quel ordre? Ça peut être très varié, lié à un handicap, à une situation sociale précaire, à des troubles du comportement. Le but, en fait, c'est de les aider à développer leur autonomie, à trouver leur place, à renforcer leurs propres capacités. D'accord. Il y a une phrase clé qu'on entend tout le temps en formation, c'est « faire avec » la personne. Et surtout, jamais faire à sa place. Se faire avec, c'est intéressant, ça sonne bien, mais sur le terrain, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, prenons une situation concrète. Imagine un adolescent en plein décrochage scolaire. Il ne communique plus avec ses parents, il passe ses journées enfermé. Un cas classique, malheureusement. Oui. L'éducateur spécialisé qui intervient, il ne va pas arriver en mode « voici la solution ». Il n'est ni un prof qui va lui faire la leçon, ni un psy qui va analyser son passé. Sa toute première mission, c'est de créer un lien. Une relation de confiance. Exactement, créer cette relation. Et comment il s'y prend? Par des chemins de traverse, souvent. Ça peut commencer par une partie de jeux vidéo, par des discussions sur la musique, ou en lui proposant de retaper un vieux vélo, par exemple. Des choses qui n'ont rien à voir avec l'école, donc? Justement, c'est à travers ces activités, qui peuvent sembler anodines, qu'il va l'aider à reprendre confiance, à identifier ce pourquoi il est doué, et petit à petit, c'est l'adolescent lui-même qui va formuler un projet. L'éducateur est là pour l'aider à mettre ce projet en mots, puis en action. C'est un travail de patience et de créativité. On sent bien que ça repose sur des valeurs très fortes. Les sources insistent beaucoup sur le respect des droits, l'écoute. C'est le socle, c'est non négociable. On apprend à créer un cadre qui soit à la fois sécurisant et bienveillant. Sans ce cadre, aucune relation de confiance ne peut naître. Et donc pas d'accompagnement possible. Voilà, tout simplement. Tout part de la conviction que chaque personne, peu importe son histoire, a des ressources et un potentiel à développer. Ça me fait penser que, au-delà des compétences techniques qu'on va aborder, ce métier doit exiger des qualités humaines assez particulières, non? Est-ce que la formation en parle? C'est un point essentiel. La formation ne fait pas que transmettre des savoirs, elle transforme aussi la personne qui la suit. Ah oui, Oui, 3 qualités me semblent vraiment primordiales. D'abord, la résilience. On est confronté à des situations humaines difficiles, parfois vraiment douloureuses. Il faut savoir prendre de la distance pour ne pas se laisser submerger, tout en restant emphatique. c'est un équilibre délicat. Très. Ensuite, la patience. Le changement chez une personne, ça prend du temps. Il y a des avancées, puis des reculs. Il faut savoir attendre le bon moment, ne pas vouloir aller plus vite que la personne, et enfin, une grande dose de créativité. Souvent, les solutions, elles ne sont pas dans les manuels. Il faut savoir inventer, improviser. D'accord. Le portrait robot est plus clair. Un professionnel patient, créatif, résilient. Alors, comment la formation s'y prend pour forger ses compétences? J'ai vu que le programme est organisé en 4 grands domaines. Oui, 4 domaines de compétences qui, en fait, s'emboîtent les uns dans les autres. Le premier, c'est vraiment le cœur de la pratique. Lequel est-ce? Le titre officiel est un peu long. Concevoir et conduire un accompagnement éducatif spécialisé. Mais on pourrait le traduire plus simplement. On pourrait dire Savoir accompagner au quotidien. le quotidien comme outil de travail, c'est ça. Utiliser un repas, une sortie pour en faire un moment d'apprentissage. C'est exactement ça.
L'idée est de comprendre que chaque moment de la vie partagée est une opportunité. Par exemple, préparer un repas ensemble. Ce n'est pas juste une question de nourriture. Non, bien sûr. C'est l'occasion d'apprendre à suivre des étapes, à collaborer, à partager les tâches, attendre son tour, nettoyer après. On appelle ça un support éducatif. Hmm. Mais attention, ce n'est pas toujours aussi simple qu'un atelier cuisine. Le quotidien, c'est aussi gérer une dispute entre deux jeunes dans un foyer, ou accompagner une personne angoissée dans le bus. La compétence, c'est de voir le potentiel éducatif dans chaque situation, même les plus tendues. Je vois, c'est une posture de tous les instants. Et si on utilise le quotidien pour développer des compétences, j'imagine que l'objectif final, c'est que la personne devienne autonome, pas qu'elle reste dépendante de l'éducateur, C'est la transition parfaite vers le deuxième domaine de compétences, qui est... qui s'intitule Favoriser et soutenir l'autodétermination. C'est un concept vraiment central aujourd'hui dans le travail social. Il s'agit d'apprendre à outiller la personne pour qu'elle devienne l'actrice principale de son propre parcours. Ça change complètement la dynamique? Totalement. L'éducateur change de rôle. Il n'est plus celui qui sait et qui décide. Il devient celui qui facilite, qui informe, qui aide la personne à peser le pour et le contre de ses propres choix. Un exemple concret? Bien sûr. Prenons une personne en situation de handicap qui veut vivre dans son propre appartement. Notre rôle n'est pas de lui trouver un logement, Non. c'est de l'accompagner pour qu'elle apprenne à le faire. Décortiquer les annonces, préparer les visites, comprendre un bail, monter un dossier d'aide financière, apprendre à gérer un budget. La personne reste le pilote de son projet. L'éducateur, c'est le copilote. Le copilote qui donne les cartes, mais qui ne tient pas le volant. C'est exactement cette image. Ça semble idéal, mais que se passe-t-il si le projet de la personne paraît, de l'extérieur, un peu irréaliste, ou même risqué? Où est la limite entre soutenir et laisser quelqu'un aller dans le mur? C'est toute la subtilité du métier et c'est un point qu'on travaille beaucoup en formation. Le rôle de l'éducateur, ce n'est pas de juger le projet, c'est d'aider la personne à en évaluer elle-même les tenants et les aboutissants. D'accord. On va travailler avec elle sur le mode « Ok, c'est ton projet. Imaginons ensemble toutes les étapes. Quels pourraient être les obstacles? Comment on pourrait les surmonter ?» Il s'agit de la confronter de manière bienveillante à la réalité. C'est un équilibre délicat entre le droit à l'erreur, qui est essentiel pour apprendre, et la protection de la personne. C'est un accompagnement très centré sur l'individu. Mais une personne, elle ne vit pas dans une bulle. L'éducateur ne peut pas tout régler seul. Comment la formation prépare à ça? On arrive là au troisième domaine de compétences. On pourrait le résumer par « l'union fait la force ». J'aime bien. Le titre formel, c'est « s'inscrire dans une dynamique partenariale et territoriale ». Ça part d'un constat simple. Un éducateur spécialisé, seul, il ne peut pas grand-chose. Il fait partie d'un écosystème. Il doit donc apprendre à travailler en réseau, C'est ça, c'est-à-dire collaborer avec les médecins, les profs, les assistants sociaux. précisément. Mais pas seulement. C'est aussi avec le club de sport du quartier, la mission locale pour l'emploi, l'association qui propose des jardins partagés. Ah oui, tout l'environnement. L'idée, c'est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire pour construire une réponse cohérente. Sur le papier, ça a l'air simple. Mais dans la réalité, faire communiquer un enseignant, un psy et un juge pour enfants qui ont tous des agendas surchargés, c'est un vrai défi. De diplomatie, j'imagine. De diplomatie et de persévérance. C'est ça qu'on apprend en fait. Et il y a une mention qui m'a un peu surpris dans ce bloc, dans les sources outils, l'intégration des enjeux environnementaux. Quel est le rapport avec le métier d'éducateur spé? C'est une dimension très contemporaine et passionnante. Le lien est en fait très direct. Les populations les plus fragiles sont souvent les premières victimes des problèmes environnementaux. Comme la précarité énergétique. Par exemple, habiter un logement mal isolé, c'est avoir froid et payer des factures énormes qui plombent le budget. L'accès à une alimentation saine et locale, c'est aussi un enjeu. Un projet éducatif peut donc tout à fait être de monter un atelier pour apprendre à cuisiner des produits de saison à bas coût. Ou un jardin partagé. Exactement. Créer un jardin au pied d'un immeuble, ça permet de travailler des compétences sociales, l'estime de soi, tout en ayant un impact concret sur la santé et le portefeuille des gens. C'est une vision du travail social vraiment ancrée dans notre époque. C'est une perspective très riche. Donc on a l'accompagnement au quotidien, le soutien à l'autonomie, le travail en réseau. Il nous reste le quatrième et dernier domaine. Il m'a l'air plus centré sur l'outil, sur le professionnel lui-même.
Oui, on peut l'appeler s'organiser, communiquer et travailler en équipe. Son titre, c'est s'inscrire dans un contexte professionnel du travail social. C'est un peu la boîte à outils. La boîte à outils indispensable pour que tout le reste fonctionne. C'est exactement ça. Sans ces compétences, les 3 autres domaines resteraient de belles intentions. Et concrètement, ça couvre quoi? Apprendre à bien rédiger les rapports? C'est un élément clé, oui. Savoir rédiger un compte-rendu d'observation de manière claire, factuelle et respectueuse de la personne, c'est fondamental. Ces écrits sont des outils de travail partagés par toute l'équipe. Ils ont un impact direct sur les décisions. Bien sûr, mais ça va plus loin. Ce bloc couvre aussi la planification, la gestion des priorités, la prise de parole en réunion et un aspect de plus en plus important, la maîtrise des outils numériques. Et le travail en équipe? Surtout, comment on partage ses observations, comment on accepte la critique, comment on contribue à une décision collective même si au départ ce n'est pas notre avis. Ce sont les rouages qui font tourner la machine. Le puzzle des compétences est maintenant assez complet. Une fois ce diplôme en poche, avec cette boîte à outils bien remplie, où est-ce qu'on peut travailler, concrètement? C'est l'un des grands atouts de ce diplôme. Il est très polyvalent. On peut travailler dans des secteurs très différents. Par exemple. Par exemple, tout le champ de la protection de l'enfance. Les maisons d'enfants, les anciens foyers ou les services d'aide éducative en milieu ouvert, où l'éducateur intervient directement chez les familles. Il y a aussi tout le secteur du handicap, j'imagine. Absolument. Des instituts médicaux éducatifs pour les enfants, les IME, jusqu'aux ESAT pour les adultes. Et puis, il ne faut pas oublier le vaste secteur de l'inclusion sociale. C'est-à-dire? Les centres d'hébergement et de réinsertion, les CHRS, les foyers de jeunes travailleurs. On peut même travailler au sein d'établissements scolaires pour accompagner des élèves en difficulté. Le besoin est partout. Et pour finir sur le côté pratique, un mot sur les conditions d'accès et l'évaluation. Pour entrer en formation, le prérequis, c'est le bac, ou un diplôme équivalent de niveau 4. L'admission se fait via Parcoursup, avec un entretien. Et pour l'évaluation pendant les 3 ans? Le système est bien fait, il valorise le travail régulier, on est principalement en contrôle continu. Il n'y a pas un grand examen final où tout se joue. Ce sont des projets, des dossiers? Voilà, des dossiers à rendre, des projets de groupe, des oraux, des études de cas. Ça permet de mesurer l'acquisition progressive des compétences. Et c'est un diplôme de niveau licence, Bac plus 3, qui donne 180 crédits ECTS, donc ça ouvre la porte à des poursuites d'études, en master par exemple. Très bien. Si on devait faire une synthèse, on pourrait dire que le DEIS, c'est bien plus qu'une simple formation technique. C'est un parcours exigeant qui forme des professionnels capables d'accompagner les autres avec méthode, éthique et une profonde humanité. C'est tout à fait ça. Et si je pouvais ajouter une dernière pensée, une sorte de question à emporter, J'en t'en prie. au-delà de toutes les compétences qu'on a décrites, ce métier, cette formation, elle interroge en permanence notre propre capacité à croire dans le potentiel de chaque être humain, même quand tout semble bloqué, difficile, voire sans espoir. La vraie question à se poser, avant de s'engager là-dedans, n'est peut-être pas seulement quelles compétences je vais acquérir, mais plutôt quelle est ma conviction profonde sur la capacité de l'autre à changer et à se réinventer. Une question fondamentale, en effet. Voilà qui donne une vision bien plus profonde de ce que recouvre ce diplôme d'éducateur spécialisé. Si cette exploration a intéressé celles et ceux qui nous écoutent, d'autres formations sont à découvrir en détail sur notre chaîne. Abonnez-vous pour ne rien manquer et continuez de construire votre avenir. Choisis ta formation et ton métier.